Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'événement. Dans 3 jours, les Français vont faire leur choix, quelle que soit l'issue du vote. Il est à peu près certain que la période qui s'ouvre sera inédite pour chacun d'entre nous. Alors ce soir, nous allons recevoir tour à tour les responsables des principales formations politiques. Ils présenteront leurs 100 jours pour le pays, mais aussi la façon dont ils imaginent gouverner et avec qui. Et puis nous tenterons, avec des experts, de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur les scénarios du jour d'après. Que se passe-t-il s'il n'y a pas de majorité? Comment fonctionnerait une cohabitation? La France pourrait-elle être ingouvernable? À mes côtés ce soir, Guillaume Darey, rédacteur en chef adjoint du service politique de France Télévisions, qui relaiera vos questions sur le plateau. Et notre tout premier invité est Jordan Bardella. Bonsoir. Bonsoir Madame Roux. Merci d'avoir accepté cette invitation. À mes côtés également ce soir pour vous interroger, je vous présente Fanny Guinochet, spécialiste des questions économiques et sociales sur France Info. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Merci d'être à mes côtés ce soir. Jordan Bardella, est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Et oui, nous sommes prêts. Je pense que nous sommes prêts comme nous ne l'avons jamais été. Et si les Français le décident, alors l'alternance est à portée de main. Et je les appelle à aller voter et à rester mobilisés. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce que dans cet entre-deux tours, il y a certains points, je pense qu'il faut clarifier pour les Français qui vous regardent ce soir. Vous ne cessez de dire, et vous venez de le faire, nous sommes prêts. Ça fait 13 ans que Marine Le Pen a entrepris une opération, on va dire, de normalisation de votre parti. Vous affichez en position éligible des candidats qui ont eu des propos racistes, antisémites, un candidat sous curatelle, condamné pour prise d'otage. Alors, la question est très simple. C'est quoi le Rassemblement national? Ce sont ces candidats ou c'est le Jordan Bardella que j'ai face à moi qui a un propos plutôt policé? Je crois que c'est bien réducteur que de résumer la dynamique qui nous porte. Les près de 600 candidats que nous avons investis, dont 37 ont été élus dès le premier tour. Je le rappelle, c'est un record. 444 candidats qui se sont qualifiés au second tour et qui sont en mesure de l'emporter et d'accéder à l'Assemblée nationale. Je l'ai dit, je l'assume, il a fallu investir en 48 heures près de 600 candidats. Mais vous nous disiez que vous étiez prête. Oui, madame. Enfin, il y a eu 4 ou 5 candidats qui sont passés sous les mailles du filet, je l'ai dit, dont on s'est aperçu qu'ils avaient sur leurs réseaux sociaux, parfois il y a quelques temps, parfois il y a 10 ans, tenu des propos qui sont inadmissibles. Et la différence... il n'y a pas contre 80 candidats problématiques. Non, il n'y a pas 80 candidats problématiques. Ça, c'est l'argument, de Gabriel Attal et de la majorité présidentielle. Il n'y a pas 80 candidats problématiques. Il y a 5 candidats dont j'ai estimé que les propos qui étaient tenus étaient inadmissibles et étaient en total opposé et à l'opposition de ce que je défends, de la ligne qui est la mienne et de l'éthique politique qui est la mienne. Donc ils ne siégeront pas à l'Assemblée nationale. La plupart sont dans des circonscriptions, sur les 5 qui ne sont pas des circonscriptions éligibles. Mais je veux juste te dire une chose. Dans toute organisation humaine, il peut y avoir des erreurs de casting. C'est vrai dans les entreprises, c'est vrai dans les partis politiques. La différence entre la gauche et moi, c'est que lorsque moi je détecte une erreur de casting, cette erreur de casting, je la mets dehors. À gauche, l'erreur de casting est investie et elle est assumée comme telle et non comme une erreur de casting. Pardon, mais mes candidats ne sont pas fichés S. Mes candidats que j'investis, que je soutiens, ne font pas l'apologie des actes terroristes qui ont été commis par le Hamas en Israël. Donc il y a 5 candidats qui, c'est vrai, sur les 600 candidats que nous avons dû investir en quelques heures, ont des propos qui sont pas ma ligne politique. Vous me connaissez depuis suffisamment de temps, je crois. C'est ça le doute, c'est là-dessus qu'il y a un doute. Vous comprenez que ça puisse créer un trouble? Non, madame. Nos candidats investis partout en France sont des candidats de très grande qualité. Ce sont des hauts fonctionnaires, des chefs d'entreprise, des mères de famille, des jeunes, des retraités. Parce que vous ne mettez pas, pardon, pas vous personnellement, mais parce que le focus médiatique depuis 5 jours est mis sur ces 5 candidats que j'ai moi-même mis à la porte et que j'ai assumé de dire que c'était pas ma ligne, que c'était pas pour moi et que ces gens ne siégeraient pas dans mon groupe. Enfin, on peut pas résumer un parti politique qui a fait plus d'un tiers des voix aux européennes, plus d'un tiers des voix aux élections législatives, qui a eu 88 députés à l'Assemblée nationale, dont les candidats, les cadres, les militants, 100 000 adhérents, sont des patriotes de tous horizons politiques, des gens de très grande qualité, de très grande compétence, à 4 ou 5 profils qui posent problème. Pardon, chez Emmanuel Macron, on a vu des députés... Qui posent problème, ce sont des propos très graves qui ont été tenus. Mais évidemment, et j'ai été les premiers à les dénoncer. Mais est-ce que dans d'autres mouvements politiques, il n'y a pas aussi 4 ou 5 personnes qui parfois posent problème? Ce qu'il faut juger, madame... Mais le problème, c'est qu'on se dit, très sincèrement, en fait, le RN reste le FN. Non, madame, ça c'est la conclusion que vous tirez qui, je crois, ne correspond pas à la réalité de ce que nous sommes.
et à la réalité du projet que je porte pour le pays. Et moi, je dis aux Français, ne cédez pas aux peurs. Ne cédez pas à tous ceux qui tentent de vous empêcher de gagner. Parce que ce à quoi on assiste depuis quelques jours, c'est une alliance du déshonneur entre ce nouveau parti unique, messieurs Mélenchon, messieurs Macron, qui, pardon, mais ont une attitude antidémocratique. C'est-à-dire ces désistements pour l'un et pour l'autre, pour empêcher le mouvement que je préside, les millions d'électeurs que je représente, d'accéder au pouvoir. Pardon, mais ça pose un vrai problème éthique, nous allons en parler un vrai ce problème soir. de démocratie. Il y a et des encore questions une fois, de téléspectateurs, juste pour vous répondre, Madame Roux, oui. quand il y a dans mon mouvement des gens qui s'approchent de mon parti et qui ont des propos que je condamne, je les mets à la porte. Et je dis à ceux qui pensent que le Rassemblement national pourrait légitimer, excuser, autoriser des propos comme on l'a vu, je leur dis qu'ils se trompent et que ma main ne tremblera pas demain et que demain, je défendrai les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, toutes les valeurs républicaines et que je combattrai toujours les discours de haine, les discours qui alimentent le racisme ou les discours qui alimentent l'antisémitisme en France. Jordan Bardella, il y a un message que les Français ont bien perçu, c'est que vous avez dit que vous vouliez une majorité absolue pour accepter le fait d'aller à Matignon. Il y a Christophe, qui a 50 ans, qui nous a envoyé cette question. Il vient des Hautes-Pyrénées. Ne pensez-vous pas que vos électeurs se sentiront trahis si vous refusez de gouverner, et ce, même avec une majorité relative? Mais comment voulez-vous gouverner avec une majorité relative? Si vous avez le plus grand groupe? Mais la question, c'est pas le plus grand groupe. Si on est Alors, allons au bout du scénario. Demain, le Rassemblement national est le premier groupe à l'Assemblée, il a une majorité dite relative, c'est-à-dire qu'il n'a pas la majorité absolue. Mais au bout d'une semaine, mon gouvernement tombe à cause d'une motion de censure qui serait votée par l'intégralité de mes opposants. Comment voulez-vous que je fasse voter mes mesures à l'Assemblée nationale si je n'ai pas le nombre de députés suffisant pour le faire? Ça fait 2 ans que le gouvernement d'Emmanuel Macron parvient à faire voter des textes avec une majorité relative. Mais ça n'est pas vrai. Au risque d'ailleurs de coalitions parfaitement improbables. Et vous savez pertinemment que si Emmanuel Macron arrive à faire adopter certains textes, pas tous, c'est parce qu'il a la complicité, le soutien de la gauche. Et on a bien vu là dans cette élection l'alliance improbable entre la France insoumise et M. Macron. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'alliés. J'ai pas envie de m'allier, madame, avec des gens qui se font en France les porte-voix de l'islamisme ou de l'idéologie du Hamas. Et moi, je me mets à la place. Les LR? On parlera des Républicains après. Je suis parfaitement disposé à en parler. Mais quand on demande aujourd'hui, et je me mets à la place d'un électeur d'Emmanuel Macron, à qui Emmanuel Macron lui-même disait, il y a 15 jours, pas il y a 6 mois, il y a 15 jours, la France insoumise est un parti antisémite, je cite, communautaire, anti-parlementaire, et à qui on vient dire aujourd'hui, à l'électeur raisonnable, modéré, qui a voté pour Emmanuel Macron, de voter pour la France insoumise. Mais qu'est-ce que c'est que cette alliance qui n'a ni queue ni tête? Christophe, vous lui dites quoi? Le seuil, il est à combien pour entrer à Matignon? On sait que la majorité, c'est 289. À combien de députés RN vous acceptez d'entrer à Matignon? Madame, monsieur, je ne vais pas... Marine Le Pen a dit 260. Non, je ne vais pas faire de la popole sur... Qu'est-ce qu'on fait à 260, 262, 63? C'est pas de la popole, pardon, ce sont des millions d'électeurs qui, à un moment donné, ont décidé de voter pour vous. À qui vous dites, non, c'est pas assez. Madame, je dis à ces millions d'électeurs, soit le Rassemblement national obtient une majorité absolue, et je peux, dès dimanche, engager le projet de redressement que je porte sur le pouvoir d'achat en priorité, la sécurité et l'immigration. Ou alors le pays est bloqué. Je ne veux pas que le pays soit bloqué. Je ne veux pas que mon pays continue de vivre dans une situation de blocage alors que le monde avance. On ne peut pas perdre 3 ans supplémentaires quand le monde avance, quand l'Europe avance. Et face au décrochage aujourd'hui économique, sécuritaire, identitaire de la France, y compris de sa voix sur la scène internationale, je dis aux Français, je suis le seul à pouvoir obtenir une majorité absolue. Donc permettez-moi de faire avancer le pays autour de 2 idées très la charge simples. De la responsabilité, le rétablissement de l'autorité et la relance de notre appareil économique. Jordan Bardella, projetons-nous avec ces 230, 250 députés. Vous dites je n'y vais pas. Et moi, je me projette avec une majorité absolue, pardon. Toujours à ce stade. Vous portez la charge, au fond, ce jour-là, de l'inaction, de l'immobilisme auprès de ceux chez qui vous avez suscité une forme d'espérance? J'assume en tout cas de ne pas mentir aux Français. Et je ne dirai jamais aux Français les yeux dans les yeux. Parce que, croyez-moi, on n'est pas comme les autres. Et si peut-être on arrive dans un contexte de défiance à l'égard de la classe politique depuis très longtemps, à réunir 1/3 des voix aux européennes, 1/3 des voix aux législatives, c'est sans doute parce que les Français nous trouvent différents des autres. Je ne leur dirai jamais les yeux dans les yeux, je vais faire cela alors que je ne suis pas en capacité de le faire. Donc je ne vais pas dire aux Français que je peux changer les choses simplement pour avoir le plaisir personnel de m'installer quelques jours à Matignon si je n'ai pas la majorité pour le faire. Donc je dis aux Français, je m'adresse ce soir aux électeurs de la droite et du centre, je m'adresse ce soir à tous les Français qui sont attachés à leur liberté, qui ne veulent pas de cette alliance du pire entre M. Mélenchon et M. Macron.
travaillons ensemble. Je serai le Premier ministre du quotidien, je serai le Premier ministre de tous les Français. Le Rassemblement national, c'était la question que je vous posais tout à l'heure, n'a donc pas suffisamment d'alliés, n'a pas réussi à construire des alliances pour obtenir, le cas échéant, cette majorité absolue, si vous ne le faites pas uniquement sur votre nom et sous vos couleurs. Je suis parfaitement disposé à tendre la main à des personnalités qui ne sont pas issues du Rassemblement national. Je crois l'avoir fait en m'alliant dans cette campagne aux Républicains à droite d'Éric Ciotti. Il y a sur une 60aine de circonscriptions des candidats communs, les Républicains du président Éric Ciotti et Rassemblement national que je conduis. Donc nous avons précisément réussi à élargir cette majorité. Et si demain j'accède à la tête du pays, je souhaite bâtir un gouvernement d'union nationale qui réunirait en son sein des personnalités du RN, des personnalités de la droite et du centre, et évidemment des personnalités de la société civile. Moi, j'ai qu'une seule boussole, c'est l'intérêt de la France, et qu'un seul objectif, le redressement du pays. Vous avez clarifié cette ligne sur la majorité absolue que vous réclamez de nouveau ce soir. Une clarification en matière de politique étrangère. Vous ne cessez de dire que la Russie est une menace, je vous cite, multidimensionnelle, et vous avez reçu hier le soutien de Moscou. Le directeur adjoint du département de l'information et de la presse affirme que le peuple français, je cite, recherche une politique souveraine qui serve ses intérêts à une rupture avec le diktat de Washington et de Bruxelles. Vous revoilà dans le camp des amis des Russes ? Mais vous voyez pas là que on est là dans une provocation et dans une tentative d'ingérence. Ce tweet qui a été fait par un diplomate russe, oui. Il est précisément fait pour que vous me posiez la question ce soir et que vous me demandiez si précisément la Russie ne fait pas de l'ingérence au risque de nous apporter un soutien direct. La Russie joue contre vous, Jordan Moi, je Bardella ? n'ai pas la main qui tremble et j'ai toujours été extrêmement clair sur ce sujet. La Russie est une menace multidimensionnelle qui menace aujourd'hui la sécurité et les intérêts de la France. Les intérêts vitaux ou non, c'est un autre sujet, mais qui menace des intérêts français. C'est vrai en Outre-mer, c'est vrai en mer Noire et c'est vrai aux portes de l'Europe. Moi, je ne laisserai pas l'Ukraine se faire aspirer par l'impérialisme russe. Ma position, elle est claire, elle n'a pas varié, elle ne variera pas. Mais je pense qu'il faut être extrêmement prudent avec ces tentatives d'ingérence qui, pour le coup, sont faites manifestement pour le compte d'Emmanuel Macron. Parce que, évidemment, écoutez, quand la Russie s'ingère dans cette campagne et qu'elle s'ingère dans cette élection en soi-disant nous apportons un soutien, je ne vois pas, si vous voulez, le propre d'une nation, le propre d'un pays, si vous voulez, qui se réjouirait de voir un parti politique soi-disant ami arriver au pouvoir pour servir ses intérêts depuis l'étranger. Par définition, ça ne se dit pas. Donc, voyez bien que cette tentative et cette manipulation, elle est faite pour que vous me posiez la question ce soir. Donc, et vous condamnez fermement. Et quel est le message message que vous adressez à la Russie ce soir ? Mon message, il est clair. Si demain... sur ce tweet, sur cette méthode-là... Je ne cautionne pas ces méthodes et je l'ai dit, ça relève d'une ingérence qui n'est pas admissible. Mais ma position, elle n'a pas varié. Je l'ai tenue tout au long du conflit, je l'ai tenue tout au long de la campagne européenne. Elle est celle d'un soutien à l'Ukraine et d'éviter tout risque d'escalade avec la Russie. C'est très clair. Le Premier ministre, dans le cadre de la Constitution française, nous en avons parlé ensemble lors du débat jeudi dernier, il dispose de la défense nationale, notamment sur le plan budgétaire, et donc j'ai indiqué que je souhaitais poursuivre l'aide à l'Ukraine, mais que je ne souhaitais pas... Avec les montants qui sont prévus ? Oui, et que je ne souhaitais pas, pour être très clair, que la France envoie des soldats français en Ukraine. Clarification sur l'une des mesures phares de vos 100 jours avec Fanny Guinochet. Vous avez largement présenté votre programme, notamment économique. Vous voulez être celui qui s'occupe du quotidien des Français, du pouvoir d'achat. Et il y a une mesure qui a été identifiée par les Français, c'est la baisse de la TVA sur les carburants, le gaz, le fioul, de 20% à 5,5%. Comment vous allez vous assurer que cette baisse de la TVA va bien aller dans la poche des consommateurs, des ménages français, et non pas dans la poche des géants pétroliers ? La baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'énergie, le carburant, est une mesure que je souhaite prendre très vite et que je ferai adopter par l'intermédiaire d'un projet de loi de finances rectificatif. Cette baisse de TVA, elle a été mise en œuvre dans beaucoup de pays européens. Elle a été mise en œuvre en Pologne, on a baissé la TVA sur le carburant, ça s'est répercuté immédiatement à la pompe. Ça a été mis en œuvre en Espagne et au Portugal, on a supprimé la TVA sur les produits de première nécessité. Il y a des rapports qui ont été publiés à la fois par la Banque d'Espagne et par la Banque du Portugal. Ça s'est répercuté immédiatement sur le pouvoir d'achat des Espagnols et des Portugais. Donc, je souhaite mettre en place cette mesure. Je donnerai instruction à l'État, et notamment à la DGCCRF, de s'assurer que les répercussions ont bien lieu. Souvent, on nous oppose l'argument de la baisse de la TVA dans la restauration. Je pense qu'on ne peut pas comparer ce que représente aujourd'hui le carburant comme un produit d'appel pour des grandes surfaces, pour des grandes centrales de distribution,
avec la restauration. Donc, elle sera un outil qui rendra immédiatement du pouvoir d'achat. Je vous donne un exemple très concret pour que les gens qui nous regardent comprennent. Avec la mesure que je souhaite mettre en œuvre très rapidement, sur un plein de 50 litres, c'est immédiatement 10 à 15 euros que je rends au pouvoir d'achat à nos compatriotes, parce que se déplacer ou se chauffer est en train de devenir un produit de luxe dans notre société. Moi, je ne l'accepte pas. Mais ça, c'est dans un monde merveilleux où on n'est pas dans l'Europe. Parce que pour faire ces baisses de TVA, il faut des dérogations du côté de Bruxelles. Qu'est-ce que vous allez dire? Pas sur l'énergie. Oui, mais par exemple, sur les carburants, on sait qu'elle est limitée à 15%. Oui, mais elle en est sortie, la Pologne. Elle n'y est plus. Et à la fin, elle l'a fait. Oui, mais elle y est restée à peine un an. Alors, vous allez demander à Bruxelles, par exemple, pour les carburants, de descendre jusqu'à 15% sur un temps limité. Combien de temps? Non, sur 5,5% et pas à 15%, ce qui est un coût sur une année non pleine par définition, l'année 2024, de 7 milliards. La Pologne l'a fait, la Commission européenne a validé cette baisse. Si vous voulez, on s'est, je pense, un peu trop habitué. Elle l'a fait par dérogation temporaire. Combien de temps vous allez demander? Ce sera temporaire. Oui, enfin, ça peut être temporaire sur la durée. Et moi, temporaire sur la durée, ça veut dire 3 mois, 6 mois, 1 an? Non, je veux dire sur le principe, mais je n'entends pas remonter ensuite cette TVA que je baisse, parce que, si vous voulez, les gens qui nous regardent ne comprennent pas qu'ils n'arrivent plus à mettre de l'essence dans leur voiture et qu'on a 60% de taxes sur les carburants. Donc, pour vous répondre, la France doit défendre ses intérêts sur la scène européenne. Je vous rappelle que, contrairement à certains pays qu'on a cités depuis quelques minutes, la France est le 2e contributeur net au budget de l'Union européenne. Et vous voulez le reculer, ce budget? La France doit décider. Je souhaite que la France puisse obtenir un rabais, comme l'ont obtenu d'ailleurs des pays comme l'Allemagne ou le Portugal, ou les Pays-Bas, pardonnez-moi, qui sont pourtant des contributeurs nets au budget de l'Union européenne, parce que je ne conçois pas, pour vous expliquer ma logique, qu'on demande des efforts aux Français, qu'on demande des efforts à l'État et aux collectivités, et que l'Union européenne continue dans sa folie dépensière, par exemple... Mais du coup, vous allez aller voir l'Europe en disant... On va moins payer, on va moins participer, et de l'autre côté, vous allez nous octroyer une baisse de la TVA dérogatoire. Parfaitement. Pendant un temps limité, mais le temps limité, vous ne pouvez pas le donner. Non, mais le temps ne sera pas limité, et je vais faire ce que précisément on fait devant la Commission européenne. Toutes les grandes puissances, je vous ai cité l'Allemagne. L'Allemagne a obtenu un rabais parce que la contribution de la France au budget de l'Union européenne a explosé sous Emmanuel Macron, et moi je ne conçois pas, vous voyez, qu'alors qu'on est beaucoup de nos compatriotes, notamment à Mayotte, notamment aux Antilles, qui n'ont pas accès à l'eau potable, pendant qu'avec notre argent, l'Union européenne finance par exemple le réseau d'eau à Gaza. Une autre question quand même sur cette baisse de la TVA, elle va profiter à tout le monde. À celui qui a une grosse voiture, qui est riche, comme à l'ouvrier qui fait son plein tous les jours. Ça n'est pas ciblé, ça vous l'assumez, que ce soit finalement une baisse pour tous les Français, y compris les plus aisés? J'assume que cette baisse soit une baisse pour tous les Français, mais il ne faut pas regarder la petite minorité qui éventuellement n'en a pas besoin et pourrait en tirer profit. Mon sujet, c'est l'immense majorité. Et j'assume qu'aujourd'hui, la France du travail, la France qui se lève tôt, la France silencieuse, elle fait de plus en plus d'efforts, y compris sur l'énergie d'ailleurs. Regardez, aujourd'hui, les règles européennes du marché européen de l'électricité font que la France ne peut plus bénéficier de son avantage comparatif qui lui a été permis grâce au nucléaire avec une énergie pas chère. Et je souhaite précisément que la France défende ses intérêts en Europe, qu'on puisse retrouver un prix français de l'électricité et faire baisser mécaniquement les factures de 20 à 30%. Rapidement, une question sur l'IVG. Oui, absolument. Question qui nous a été posée par Céline, qui a 45 ans, qui habite dans la Vienne. Beaucoup de vos candidats refusent le débat en région. Ça c'était Céline justement qui était là. Guillaume, de Lille. Parmi les candidats RN, nombreux sont ceux opposés à l'IVG. Pouvez-vous promettre de ne pas remettre en cause ce droit des femmes? Non, ils ne sont pas opposés à l'IVG. Il y a eu un débat sur l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Il y a eu un débat de juristes, y compris le président Larcher du Sénat a indiqué que il y avait un débat sur son inscription dans la Constitution. Moi, je suis très clair. J'étais favorable, je suis favorable à l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Jamais je ne remettrai en cause ce droit, qui est un droit essentiel, qui est un droit acquis de haute lutte pour les femmes françaises. Et jamais je ne toucherai, merci de me permettre de le préciser, parce qu'il y a beaucoup de caricatures sur ce sujet, à un seul droit d'aucun Français. Je défendrai les droits de tous les Français et jamais je n'enlèverai de droit. Puisque nous parlons des droits, je voudrais vous poser une question sur la Constitution. Oui. Vous dites souvent, on respectera la Constitution, rien que la Constitution, c'est une expression que vous utilisez souvent. Le Conseil constitutionnel, vous l'avez pourtant parfois dénoncé. Laurent Fabius estime que c'est un rempart de l'état de droit qui pourrait bloquer certaines des dispositions de votre programme. Je pense notamment à la préférence nationale. Comment est-ce que vous pouvez respecter la Constitution
et en même temps vous opposez aux décisions telles qu'elles ont parfois été prises par le Conseil constitutionnel. Si vous me le permettez, la préférence nationale suppose une révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle, nous la ferons par référendum dans le cadre de l'élection présidentielle. Mais je ne peux pas faire dans le cadre d'une cohabitation, dans le cadre d'un cadre institutionnel bien contraint, une telle mesure parce qu'elle nécessite une révision constitutionnelle. La Constitution ne vous convient pas. En fait, la Constitution, rien que la Constitution, mais pas celle-là, la mienne. Non, madame. Enfin, à un moment donné, quand on modifie la Constitution, c'est qu'on a soit les 3/5 du Parlement, soit qu'il y a eu un référendum qui a permis de réviser la Constitution. Donc, la Constitution, moi je la respecte, évidemment, dans son fonctionnement, naturellement je la respecterai. Plus que le Conseil je souhaite constitutionnel. notamment que sur les mesures d'immigration et de sécurité, puisque vous évoquez la priorité nationale, que ce dispositif, ces dispositions qui visent à lutter contre l'immigration sur le plan juridique, financier et social, puissent être inscrites dans la Constitution. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les jurisprudences européennes et internationales sont aujourd'hui des obstacles juridiques à l'éloignement, par exemple, d'un certain nombre de personnes qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. La Cour suprême en démocratie, c'est le peuple. Et si demain le peuple a envie de se protéger de vagues migratoires qui n'en sont qu'au début du commencement et que pour se protéger de ces mesures, il faut mettre des textes dans la Constitution, je le ferai et par référendum. C'est pas moi qui change la Constitution. C'est soit les 3/5 du Parlement, soit un référendum. Donc je suis respectueux de la Constitution. Et du Conseil constitutionnel. Je ne suis pas dupe, du fait qu'il y a parfois certaines décisions qui relèvent plus de la politique que du droit. Soyons très clairs. Il y a des décisions du Conseil constitutionnel qui relèvent davantage de la politique et de l'interprétation militante et politique de ceux qui la prennent. Donc vous préparez un bras de fer avec le Conseil constitutionnel ? Il n'y aura pas de bras de fer. Enfin, moi j'estime, si nous arrivons au pouvoir, que nous avons la légitimité du peuple français et que nous avons précisément la légitimité pour conduire une politique. J'imagine pas que le Conseil constitutionnel vienne empêcher un gouvernement démocratiquement choisi par les Français de mettre en œuvre la politique pour laquelle il a été élu. Une dernière question, quel est votre état d'esprit ? Là, ce soir, à 3 jours du vote ? Très confiant. Voilà, parce que je pense que les Français veulent tourner la page de cette année de macronisme, de cette année de brutalité, et que dans le même temps, ils ne souhaitent pas faire ce saut dans le chaos que leur propose désormais ce parti unique, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon et des députés et des députés européens de la France insoumise, qui tiennent des propos absolument abjects et qui veulent l'insurrection, le désordre dans notre société. Je propose une alternance raisonnable, responsable, respectable, et je suis prêt à conduire ce projet, mais je ne peux pas le faire sans les Français, donc j'ai besoin d'eux. Je suis serein et prêt à avancer pour le pays. Merci beaucoup, Jordan Bardella. Je vais accueillir maintenant, on parlait de la Constitution, à votre place, Dominique Roux.